Madame, Monsieur, bonsoir. Le Moyen-Orient sous haute tension et sous le feu des missiles et des bombardements. L'armée israélienne poursuit son offensive au Liban ce mercredi au lendemain d'une vaste attaque iranienne de missiles sur Israël. Donc, attaque qui n'aurait fait aucune victime israélienne selon les autorités du pays. Difficile toutefois de se prononcer sur l'ampleur des dégâts, notamment sur les installations militaires israéliennes. Sur le front libanais, l'armée israélienne affirme que 7 de ses soldats ont été tués dans les combats en cours dans le sud du Liban. Et sur le terrain diplomatique, Tel Aviv déclare le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, persona non grata en Israël, et pour cause, il n'aurait pas condamné l'attaque de l'Iran. Jusqu'à présent, force est de constater que la diplomatie n'a pas réussi à négocier un accord entre Israël et le Hezbollah, et les négociations sur le cessez-le-feu et la libération d'otages entre le Hamas et Israël ont également échoué. Quelle serait l'ampleur de la réponse israélienne de l'attaque d'hier soir? L'Allemagne et la France demandent à leurs ressortissants de quitter l'Iran, et les craintes d'une guerre plus large au Moyen-Orient s'amplifient, à tort ou à raison. C'est ce que nous débattons ce soir en compagnie de mes invités, avec le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie. Bonsoir colonel Saoud, merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Et se joint à nous depuis Paris le professeur Nidal Choucair, professeur de communication stratégique et de relations gouvernementales. Bonsoir professeur Choucair, et merci à vous aussi d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame, c'est un plaisir pour moi. Que sait-on réellement des dégâts après cette attaque de près de 200 missiles envoyés depuis l'Iran vers Israël? Colonel Saoud. Eh bien, c'est une attaque qui ne ressemble pas à celle du 13 avril, qui est la deuxième du genre, sauf qu'on a utilisé d'autres missiles, dont des missiles supersoniques Ftah, qui ont une portée plus grande et une vitesse également très, très grande. Visiblement, en tenant compte du brouillard de la guerre. Les informations sont contradictoires. Israël dit qu'il n'y a pas, et vous l'avez dit en préambule, qu'il n'y a pas de dégâts. Un ressortissant palestinien décédé et 4 personnes à Jéricho. Blessées. À Jéricho, voilà. Donc, le dôme de fer à 3 couches a marché. Justement, parce qu'il pleuvait, on le voyait sur les images à l'instant, il pleuvait des missiles hier sur le ciel israélien. Il y a 3 systèmes de défense aérienne. Colonel Saoud, parlez-nous de ces 3 systèmes de défense. Vous avez le dôme de fer qui est destiné aux roquettes, et vous avez ce qu'ils appellent aussi la fronde de David, qui est destiné à des missiles de moyenne portée, et le dernier... Quand on dit moyenne portée, c'est environ 300 km. Voilà. 70 km pour le dôme de fer, le David Sling 300 km, et puis il y en a un autre. L'Arov 3, oui, qui a une distance de 1400 km, et quand vous utilisez les missiles supersoniques, c'est une vitesse en une demi-heure, toute la salve, toute l'opération a été terminée. Et donc, c'est inédit. Ce dernier missile dont vous avez parlé vient d'être mis en œuvre en 2023 par les Iraniens. Visiblement, ce dôme de fer a marché puisqu'il a pu intercepter la majorité de ces... Si on ajoute ceux qui ont été interceptés par les groupes navals américains en Méditerranée, et ceux interceptés par la Jordanie, vous avez le compte. Et donc, je pense que par rapport... Il y a certains missiles qui sont tombés en Jordanie? Non. Ils ont été interceptés. Ils ont été interceptés en cours de route. C'est à peu près les 3 forces qui ont aidé Israël dans l'interception de ces missiles, puisque le territoire jordanien a été évidemment utilisé. Voilà où c'est qu'on en est.
Je pense que le résultat, c'était peut-être la réponse Est-ce que des c'était bergers à la ciblé, colonel Saoud? Oui. Est-ce que, comme le prétendent justement les Iraniens, parce qu'il y a une réelle guerre informationnelle, d'ailleurs on va en parler avec le professeur Choucair, mais est-ce qu'il y a eu des cibles? Est-ce que ces cibles ont été atteintes, notamment des cibles militaires hautement stratégiques? C'est des cibles militaires, donc le siège du Mossad qui a été programmé et d'autres installations militaires, peut-être des aéroports militaires, mais ce sont des installations sensibles mais très protégées. Et vous avez ce dôme de fer aussi qui protège les populations. Oui, oui, parce que bon, autant de missiles avec aucune victime, en tout cas sur le sol israélien, nous pousse à nous poser aussi la question sur la véracité de l'information qui est divulguée par les autorités israéliennes. Et si, oui ou non, cette base aérienne, Nevatim, dans le désert du Negev, qui aujourd'hui est considérée comme hautement stratégique compte tenu de tous les F-35 qui s'y trouvent, est-ce qu'elle a été touchée ou pas? Là, grand point d'interrogation. Selon les communicants israéliens, il n'a pas été touché. D'ailleurs, voilà, vous faites bien de dire selon le communicant israélien. Elle a été d'ailleurs ciblée par l'attaque du 13 avril. Absolument, absolument. Donc voilà, mais il faut aussi signaler la discipline des citoyens au moment où ils ont reçu l'ordre d'aller dans les bunkers, ils y sont allés. Donc voilà un peu le tour de cette question-là. Nidal Choucair, il y a une guerre sur le terrain, il y a aussi une guerre informationnelle. Parlez-nous des techniques justement qui sont utilisées. D'abord pour garder le moral des troupes, d'un côté comme de l'autre, et aussi, est-ce que finalement Israël, après l'assassinat de Hassan Nasrallah, de Ismail Haniyeh en Iran, n'est-elle pas en train de reconstituer un peu son image sur la scène internationale? Je pense pas, c'est pas de question d'image à mon avis, c'est une question, c'est une motion de Benjamin Netanyahu, parce que vous savez, ça c'est très important pour lui. Lui, il est en une situation difficile à l'intérieur, donc il a besoin de faire quelque chose, il a besoin d'une grande victoire au Liban, surtout contre le Hezbollah, s'il peut le éliminer ou moitié éliminer ou le jeter le sud de l'Italie, donc ça c'est une grande victoire pour lui. Lui, il continue, il utilise. Nous maintenant, il y a au niveau mondial, on passe d'une période un peu très fragile. Vous savez, il y a personne maintenant qui peut faire impression sur le gouvernement de Netanyahu. Normalement, le seul c'est les Américains, mais les Américains maintenant sont un peu paralysés par l'élection américaine qui est dans quelques semaines. Donc lui, il fait cela pour aller jusqu'au bout. Donc après, il n'y a pas aussi de réaction, il n'y a pas d'attaque de l'autre côté. Donc lui, il a continué. Hier, ce qui est passé hier, à mon avis, c'était plutôt un spectacle. Hein. Ça ne change pas grand-chose sur le terrain, parce qu'on a vu, est-ce que cette attaque, est-ce qu'elle a aidé, par exemple, le Hamas à Gaza? Non. Est-ce qu'elle a arrêté l'attaque d'Israël au Liban? Non. Est-ce que cette attaque, ça vaut le mort de Nasrallah, de Khalid Mish'al, pardon, pas Khalid Mish'al, non. Ismail Haniyeh. Donc non. Ismail Haniyeh éliminé presque toutes les leaders de Hezbollah au niveau politique, au niveau militaire, bien sûr, sinon. Donc ça, c'était juste un spectacle. Et à mon avis, cette attaque, elle n'a même pas lié avec ce qui se passe ni au Liban, ni à Gaza. À mon avis, cette attaque, elle est venue quelques heures après que Netanyahou, il a adressé le peuple iranien, le peuple perse, il a adressé. Donc c'était un message, à mon avis, très fort de la part de l'Iran. Ne touche pas mon régime. Le régime, c'est la priorité pour les Iraniens. C'est pas leur proxy, ni Hezbollah, ni Hamas. À mon avis, ils s'en fichent de celui-là. À mon avis, cette attaque, elle est venue juste pour confirmer, pour envoyer ce message. Et on a vu
aussi des Américains étaient au courant de cette attaque, à mon avis, parce qu'il y avait des informations, bon, en courte durée, pas comme la dernière fois, mais quand même, à mon avis, il était au courant. Donc, c'était juste un message. Ça ne change rien maintenant sur le terrain. Pour avoir un accord aujourd'hui, surtout au Liban, on a besoin un peu de force, un peu équilibrée. Et ce n'est pas la situation aujourd'hui. Donc, à mon avis, pour l'instant, un accord, c'est très difficile parce que même Iran, hier, comme on a lancé l'attaque, il n'a rien mentionné pour la situation ni à Gaza, ni au Liban, ni rien. Donc, donc, à mon avis, pas d'accord pour l'instant, sauf avec le développement maintenant sur le terrain, parce qu'à mon avis, les Israéliens, s'ils vont entrer dans le terrain libanais, ça va être une faute fatale. Et là-bas, on peut parler un peu d'équilibre, on peut parler on peut se projeter pour un accord. Mais pour l'instant, à mon avis, il n'y a pas d'accord. Netanyahou, il va continuer parce que, comme je vous dis, ça c'est très important pour lui, pour son image à l'intérieur. Et aussi pour l'image d'Israël, image quand même de cette puissance militaire qui est impénétrable littéralement, ce bout de terre. Après l'attaque du 7 octobre, effectivement, cette force en tout cas de l'appareil militaire et de défense israélien, on avait pris un coup, effectivement, après le 13 avril et après hier soir. Et l'efficacité des systèmes de défense israéliens redonne un peu cette image de grande puissance militaire et de défense. Mais vous avez parlé d'un point très important, c'est Netanyahou qui s'est, colonel Saoud, qui s'est directement adressé aux Iraniens pour leur dire que, en gros, je peux être votre sauveur, si vous vous débarrassez de votre régime. Et là, il s'est adressé aux dirigeants de Téhéran encore une fois, c'est un langage qu'on connaît bien, l'Iran comme étant une grave erreur et qui en paiera le prix. Quel serait le prix? À quoi pourrait ressembler une riposte d'Israël? Pour quand? Il y aura une riposte. Les trois questions qu'il faut se poser, c'est quand, où, comment et avec quels moyens. Bon, on en a déjà trois là sur la question que je vous ai adressée. Mais ceci, il est tributaire de la coordination avec les États-Unis. Et quand je dis la coordination avec les États-Unis, de mon point de vue, c'est un leadership des États-Unis pour éviter des dérives possibles. Donc, ça sera... Il pourrait y aller sans le feu vert de Washington? Je ne pense pas, mais compte tenu de la situation actuelle du Premier ministre, il sera obligé de coordonner avec les États-Unis parce que comment on va y aller? Quels sont les objectifs d'abord de cette attaque? Oui, ben comme effectivement on l'a très très bien rappelé, professeur Choucair, même l'Iran, quel était l'objectif de l'attaque d'hier, quoi? C'est un barreau d'honneur, comme ça a été dit. Bon, justement, une riposte, elle servira à quoi? Mais d'abord parce qu'elle a été touchée dans sa fierté. Songez que 3 ou 4 généraux des plus importants, les chefs d'Al-Quds au Liban et en Syrie, ont été éliminés. Dans la réunion avec Nasrallah, il y avait un autre général qui a péri. Et puis, il a voulu répondre, de mon point de vue, au proxy, pour le dire en bon français, pour dire que je ne vous abandonne pas. Sachant que dans la stratégie israélienne, il faut créer le vide autour de l'Iran en s'attaquant à ses proxys. Et vous avez vu comment on a bombardé en Syrie, au Liban, on a diversifié un peu les attaques au Yémen pour leur dire cessez d'être allégeants envers ce système. Donc, et là, la riposte aura lieu. Est-ce qu'elle visera des infrastructures critiques, des ports, des installations pétrolières, nucléaires peut-être, même si, évidemment, il y a un risque
potentiel parce que la dernière fois que le nucléaire a été attaqué, c'était par une cyberguerre. C'était par le Stuxnet qui a retardé le programme iranien de 3 à 4 ans. Et donc, ce sont des cibles qui ne seront prises, que nous sont traitées qu'avec l'accord des États-Unis. On voit que l'Allemagne, la France demandent à leurs ressortissants de quitter l'Iran. Est-ce que c'est un signal? C'est un signal, tout le monde, madame. La Chine demande aussi. Oui, beaucoup de pays. Bon, beaucoup de pays demandent de quitter. C'est normal parce qu'on ne connaît pas l'ampleur de cette attaque et elle sera certainement très violente. Est-ce qu'il visera aussi des dirigeants politiques? C'est une autre question. Donc voilà un peu le contour que pourrait prendre cette attaque. On voit que le dirigeant iranien est dans un lieu secret. Il a fait une apparition aujourd'hui un peu rapide pour fustiger. Et donc, voilà où on en est. Oui. Où on en est quand même dans un pays qui interdit l'entrée de son territoire à un secrétaire général de l'ONU. C'est une première historique. Un commentaire, professeur. Est-ce que Antonio Guterres aurait dû condamner l'attaque hier des missiles iraniens sur Israël? À mon avis, oui, c'est un truc symbolique. Hein. C'est pas très grave s'il va. En fait, à mon avis, c'était un spectacle. Hein. Il n'y avait pas de dégâts. C'est pas un peu. Bon, c'est un pays quand même que l'ensemble de la communauté internationale pointe du doigt pour toutes les effractions des droits humains et que ce pays-là déclare persona non grata le représentant du gardien de la paix quand même. Mais la relation entre Israël et les Nations Unies depuis le 7 octobre, elle est très tendue. Hein. On parle de l'UNRWA qui était accusé d'être, je ne sais pas, il y a quelques membres de l'UNRWA là-bas qui étaient. Donc il y a un vrai problème. Netanyahou, il a un problème avec tout le monde. Hein. Il a un problème avec les Nations Unies, il a le problème avec la France, il a le problème avec les Européens. Et il a besoin de ce genre de choses, que la sécurité du peuple d'Israël est menacée pour avoir le soutien de tout le monde. C'est ça la stratégie israélienne, hein, on sait très bien. Parce que malgré tout, hein, malgré tout le problème avec les Européens, avec la France, la sécurité d'Israël, c'est une ligne rouge hein, pour tout le monde. Et on a vu ça dans la dernière heure. Donc tout le monde va aller là-bas pour aider Israël pour se défendre devant, parce que si on va parler d'une guerre ouverte hein, dans la région, ça ne sera pas entre Israël et l'Iran. Hein. Même hier, on a vu que les Américains, ils ont chassé le missile balistique iranien. Donc ça va être tout le monde contre l'Iran. Ça va être, c'est ça le scénario, parce qu'il y a les Américains qui sont déjà là-bas. Il y a l'Arabie saoudite, ça c'est la grande question aussi. L'Arabie saoudite, là, c'est un rôle quand même qui n'est pas à négliger et puis à oublier. Je veux dire, comment l'Arabie saoudite pourrait-elle réagir si vous dites, dans ce scénario où tout le monde va s'allier contre l'Iran? À mon avis, l'Arabie saoudite et tous les pays arabes voisins, ils ne vont pas prendre parti ni avec cette côté ni avec l'autre. Hein. Et il faut aussi rappeler quelque chose de très important de la situation actuelle. À mon avis, il y a un grand responsable qui s'appelle l'administration Biden, ils ont donné l'espoir à l'Iran. Hein, si on l'appelle très bien, plus avec l'accord nucléaire qui a fait Obama, ils ont donné l'argent à l'Iran pour développer ce système de missiles balistiques. Exactement. Et je rappelle aussi encore une fois que c'était une demande quand la Biden voulait revivre l'accord nucléaire avec l'Iran. Il y avait une demande très importante de pays arabes dans l'Arabie saoudite que n'importe quel accord nucléaire, il doit inclure
le système de missiles balistiques et aussi de la sécurité de la région. Et ça, l'administration Biden, elle n'a pas accepté. Donc, il y a une grande responsabilité sur Biden. Donc, on ne peut pas. Le problème avec les pays arabes, que sont au milieu, et ça, c'est très sensible. Et ils peuvent faire rien, hein, mais ils n'ont pas besoin d'entrer. Plus, il y a un autre problème, parce qu'on savait très bien, par exemple, quand ils ont, si vous vous souvenez, il y avait un problème entre le pays arabe et les États-Unis quand ils voulaient attaquer le Houthi, si je ne me trompe pas. Et les Émirats arabes unis, il n'a pas permis, par exemple, d'utiliser le vol aérien de leur pays pour l'attaquer. Donc la situation, elle est très compliquée. Mais à mon avis, une guerre ouverte, c'est un scénario un peu loin. Parce que très bien. Merci, professeur Choucair. Alors, guerre ouverte, il y a déjà une guerre. Hein, cette brève incursion, si toutefois on peut l'appeler ainsi, terrestre. C'est une invasion terrestre. Incursion ou invasion? C'est une incursion, mais Colonel si Saoud, vous voulez... peut-être que c'est un lapsus qui peut être révélateur de choses qui pourraient se passer dans les heures, les jours qui viennent, on ne sait jamais. C'est une incursion qu'il considère ciblée, localisée et limitée. On ne sait pas géographiquement qu'est-ce que ça veut dire. Il faut rappeler quand même, vous avez évoqué à juste titre la réaction de Mohammed Ben Salman. Il a dit aujourd'hui ou hier, exact. Je le cite, il n'y aurait pas de reconnaissance d'Israël sans création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Et une autre déclaration de Netanyahou, cette fois-ci je pense qu'elle est un peu dangereuse. Il a dit, nous sommes en train de changer la réalité stratégique du Proche-Orient. Nous sommes en train de gagner. Et là, ça me rappelle Condoleezza Rice. Je pense que c'est dangereux comme déclaration formulée parce que ça risque de créer un embrasement dans cette région qui n'en a pas besoin. L'embrasement, il est déjà là. Il y a deux fronts qui sont ouverts aujourd'hui par cette armée israélienne. Bon, Gaza, on n'en parle même pas. On est quand même à près de 42 000 morts. Des milliers de morts et des milliers de blessés. On parle de plus d'1 million de déplacés au Liban. Aujourd'hui, les combats sont là, entre les combattants du Hezbollah et l'armée israélienne. Tout à fait, c'est violent. Mais on ne connaît pas la fin de cette opération. Mais évidemment, le Hezbollah tient à ce que les habitants du nord d'Israël ne s'y installent pas. Israël, son Premier ministre, veulent absolument les réinstaller. C'est toute cette équation-là qui va déterminer un peu l'issue. Et le rôle de la FINUL, on ne sait pas encore. Oui. L'armée libanaise n'a pas les capacités. Est-ce qu'elle peut être aidée? On a vu qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères, je me tourne, si vous me permettez, vers le professeur Choucair, le ministre des Affaires étrangères français, qui s'est rendu au Liban. Rapidement, il nous reste plus d'une minute. Qui s'est rendu au Liban. Est-ce que ça pourrait annoncer une aide, peut-être aussi militaire, on en doute, de la France au Liban? Comment voyez-vous l'issue, justement, de cette incursion, aussi brève soit-elle, d'Israël au Liban? Bon, pour le dire en bref, la visite, à mon avis, c'était une visite émotionnelle. C'était un but d'avoir un accord, mais à mon avis, faire un accord avec le gouvernement libanais, ça ne sert à rien, parce que, bon, à mon avis, pour faire un vrai accord, il a dû être soit à Tel Aviv, soit à Téhéran, parce que c'est eux maintenant qui contrôlent dans le terrain. À mon avis, la visite de la ministre des Affaires étrangères française au Liban, c'était plus que franchement quelque chose de réel qui peut faire un accord. Merci beaucoup, professeur Nedal Choucair, professeur de communication stratégique et de relations gouvernementales. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et je me tourne aussi vers Hassan Saoud. Merci beaucoup. C'est moi, madame. Pour l'ensemble de vos éclairages. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.